Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision, baptisée Info Hebdo, le dernier numéro de l'année 2018. Joyeux Noël à toutes et à tous et mes meilleurs vœux par anticipation. Du plafond au plancher, la reprise du procès lié à la rocambolesque affaire ICC Services a repris à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET avec des déballages qui font objet de polémiques et de controverses. Cela a partagé les gros titres à la une des canards parus tout au long de cette semaine écoulée lors des diverses comparutions. Plusieurs personnalités charismatiques de l'administration Yahi ont été citées avec des rôles qui suscitent l'émoi et une myriade d'interrogations. Interrogations auxquelles va essayer de répondre le seul invité qui a bien voulu répondre à notre invitation. Il s'agit de Jules Léandre Kitty. Il est journaliste, chroniqueur, analyste politique. Avec lui, nous aborderons également les tractations diverses tant au sein de l'opposition qu'au sein de la mouvance présidentielle pour les prochaines élections législatives de 2019. Sans plus tarder, on le retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme il annonçait à l'entame de cette émission, se fera avec Jules Léandre Kitty. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes journaliste chroniqueur. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. C'est moi. Vous devez être face à Médéric François Gongo, mais aux dernières nouvelles, nous n'avons plus de nouvelles de lui. Alors, Jules Léandre Kitty, vous êtes journaliste, vous êtes professionnel des médias. Vous avez suivi l'actualité politique nationale de cette semaine. Vous avez suivi la tétraille des différents canards qui ont parlé tout au long de la semaine. Et c'était ICC Services qui revenait tout le temps comme tel une rengaine, ce qui est d'ailleurs une évidence. Mais vous, en tant que professionnel des médias, comment avez-vous apprécié cette information à votre niveau? Ben, cette actualité de la criette qui a occupé les ondes, nos écrans, et, les colonnes des journaux et même nos esprits tout au long de la semaine, et je suppose, avant l'évolution des choses, va continuer à occuper notre subconscient pendant beaucoup de jours, eh bien, pour moi, vient donner une autre image à la criette. La criette qui elle-même était déjà au cœur d'un débat, le débat sur la pertinence de sa création, le débat sur sa composition et son mode de fonctionnement, notamment la fameuse question de niveau unique de juridiction qui posait problème. Bon voilà, je fais partie de ceux qui étaient au cœur de ce débat, en tout cas pour dire qu'il faut que ce soit très lisible qu'il y ait les deux niveaux de juridiction. Mais entre-temps, on pensait que parlant de la criette, c'est la décision, les injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui allait être vraiment tenir le baromètre donc de l'audience. Mais non, la criette, en invitant par les soins du procureur spécial Togbonon les victimes de ICC Services, les responsables à se présenter. Et donc, on a compris que la criette voulait exactement fonctionner comme dans un système qui serait bien décrit par l'adage qui dit que le chien aboie, la caravane passe. Et donc, depuis quelques jours, depuis 4 jours maintenant, donc la criette est au cœur de l'actualité avec la nouveauté, l'innovation qui pour moi est discutable, que le procès, les débats à l'audience soient retransmis en direct sur la radio nationale et sur une radio privée. Parce que depuis quelques jours, ils se font des déclarations, des déballages, des révélations qui pour moi, lorsque nous rentrons dans la communication, la dimension psychologique de la communication peut poser problème. Mais l'avantage, c'est que le peuple en sait beaucoup plus sur ce qui se passait au sommet de l'État autour de cette fameuse et fumeuse affaire ICC Services, où de véritables kidam réussissent à infiltrer l'appareil d'État au point de mettre tout le monde aux ordres à accepter le contraire de tout ce qui doit être. Donc l'illégalité qui s'est érigée en règle et la réglementation, la légalité qui avait déserté le forum. Mais de là à célébrer la chose,
moi, je n'ai pas été loin de mon poste radio, et lorsque je suis hors de chez moi, c'est que, et vous avez dû le constater, même dans les couloirs avant cette émission, j'avais toujours le casque à l'oreille pour suivre ce qui se passait là-bas. Parce que c'est cela aussi, lorsque vous êtes un journaliste, vous êtes un analyste politique, vous devez suivre ces choses pendant que ça se passe. Donc, pour moi, ce qui se passe là-bas permet de comprendre ce qui s'était passé, mais permet de s'interroger aussi sur le rôle de la justice, le rôle social, la responsabilité sociale de la justice. Parce que beaucoup de victimes, beaucoup de citoyens veulent comprendre réellement ce qui s'est passé. Veulent comprendre réellement ce qui s'est passé. Alors, tout à l'heure, vous avez essayé de dire que... À côté, est-ce que la méthode utilisée pour régler cette affaire, pour connaître de cette affaire, la méthode à la criette, est-ce que c'est une très bonne méthode? Surtout la publicité qui est faite autour, est-ce que c'est une bonne méthode? Je trouve que c'est discutable. C'est discutable, je pense qu'avant d'y venir, beaucoup de personnes et comme il ne m'est pas permis, je vous en prie Cadet, comme il ne m'est pas permis, pendant qu'une affaire est pendante devant la justice, d'émettre des jugements de valeur, je ne fais que exprimer mes appréhensions. Je ne voudrais pas me permettre, je n'en ai pas les prérogatives, de remettre en cause les compétences des juges qui travaillent au niveau de la criette et remettre en cause les options souveraines faites par les magistrats qui composent cette cour spéciale. Et que je constate qu'ils font un travail assez colossal. C'est pas facile d'être dans ça. Qu'on le veuille ou pas. Et les avocats alors, aussi. Jules Léon Kitty, on a constaté de part et d'autre sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, que d'aucuns estiment que cette affaire a refait surface aujourd'hui devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour essayer un peu de ternir l'image de l'ancien président Thomas Boniaï, qui, qu'on le veut ou non, est un peu actif sur le terrain politique à l'orée des élections législatives de 2019. Qu'en dites-vous? Non, je vous l'ai dit plus d'une fois sur vos plateaux ici, je suis foncièrement légaliste. J'observe d'abord que dans la société, dans une république, nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs. Les élections, l'organisation des élections, la période préélectorale ou post-électorale font partie de la vie de la République. Le fonctionnement de la justice, des procès dans les juridictions ordinaires, dans les juridictions spéciales telles que la criette, font partie également de la République. Le fonctionnement du Parlement, le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, ça fait partie de la vie de la République. Le fonctionnement de toutes les autres institutions de la République, tout cela fait partie de la vie de la République. Comme le travail de journaliste que vous faites fait partie de la vie de la République. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'allez pas, en tant que journaliste, dire, comme je suis en période presque électorale, si je trouve qu'il y a un scandale dans une entreprise, j'ai des éléments qui me fondent à ouvrir une enquête, une investigation journalistique, eh bien je vais me dire, comme celui qui est dirigeant de cette entreprise, cet office d'État, il est par ailleurs acteur politique et qu'il est dans un contexte de préparation d'échéances électorales, que moi, journaliste, je ne ferai pas mon travail pour révéler s'il y a scandale, qu'il y a scandale à ce niveau. C'est de la même manière que la justice n'a pas un temps pour fonctionner, un temps pour attendre que les politiques fassent la campagne, finissent de se faire élire. Et puis après, la justice leur demande « Ah, messieurs les politiques, est-ce que maintenant vous êtes d'accord pour qu'on ouvre les dossiers, la boîte à Pandore ?» Non. A priori, tous ceux qui vont devant un juge, même celui qui apparemment aurait été arrêté, attrapé la main dans le sac, comme on le dit vulgairement, le droit lui concède... il jouit de ce droit à l'innocence, la présomption d'innocence pour parler juridiquement plus correct. Et donc, celui que vous désignez comme coupable, présumé coupable, ou que tous les sachants, les témoins et les accusés indexent comme
personne ayant été donc à la base de ce qu'il convient d'appeler scandale, celui-là, au bout du procès, peut être blanchi. Comme il peut être reconnu comme étant convaincu de faits répréhensibles au regard de la loi. Alors, à partir de ce moment, sans occulter le contexte sociopolitique, je voudrais, au premier degré de l'analyse, dire que M. Boni Yayi a beau être cité abondamment par ceux qui sont passés devant la criette, eh bien, je ne suis pas prêt à recommander qu'on sussoit à ce procès parce que nous sommes à la veille des élections. Encore que M. Boni Yayi, ancien président de la République, on dit nul n'est au-dessus de la loi. Il est ancien président de la République et il n'a pas encore dit qu'il est candidat aux élections législatives. Et quand j'interroge la Constitution du 11 décembre 1990, quand j'interroge toutes les lois qui sont en vigueur, aucune loi n'interdit donc à la justice d'ouvrir un dossier dans lequel M. Boni Yayi serait cité. Encore que dans l'ouverture du dossier ICC Service devant la criette, la Cour n'a pas cru devoir convoquer parmi les premiers témoins accusés, sachant M. Boni Yayi. Ça veut dire que, a priori, les magistrats au niveau de la criette n'ont pas pour intention de dire ICC égale M. Boni Yayi. Maintenant, lorsqu'on prend, ça c'est le deuxième niveau, lorsqu'on prend le contexte sociopolitique, on sait que M. Boni Yayi, ancien président de la République, est aujourd'hui opposant au régime de la rupture. Il se susurre dans les commentaires que M. Boni Yayi pourrait déranger le système qui est en place si on ne lui réveille pas les dossiers qui le dérangent, eh bien, qu'il pourrait faire mal aux élections. Vous savez, en politique, tout est possible. Et la plupart des acteurs politiques n'ont lu que trop bien Machiavel. Maintenant, je ne veux pas me permettre de dire que les magistrats qui travaillent au niveau de la criette sont aux ordres du régime de la rupture, parce que c'est à mélanger la justice avec tout à fait. Parlant de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, on a suivi un communiqué de la Cour de répression des infractions et du terrorisme criette lors de la fameuse comparution, ou la supposée comparution de Valentin Djelantin, ministre des Faits inculpé dans un dossier de coton, comme quoi il devait comparaître devant la criette. On avait vu un communiqué de la criette qui disait qu'elle n'a pas compétence pour juger les anciens ministres. Et quand on apprend que dans ce dossier ICC Service, il y a eu des anciens ministres au moment des faits qui ont été écoutés, comme Pascal et René Koupaki, Victor Topano et bien d'autres, Amanzi Lokwe, on se pose des questions de quelles sont alors réellement les véritables compétences de cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui est quand même une juridiction, qu'on le veut ou non, controversée et contestée. Je vais d'abord vous féliciter pour votre question, parce que vous avez pour rôle de ramener sur le plateau également les appréhensions que les populations, les citoyens lambda ont. Mais vous savez, on agit, on réfléchit, on intervient, on ne réagit que sur la base des éléments qu'on a à sa disposition. Je voudrais faire deux clarifications. La première, c'est que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la criette, donc l'objet, le sujet ou le dossier dont connaît aujourd'hui la criette, il ne s'agit pas de la légalité, des bases légales de la criette elle-même. La criette, soit dit en passant, a été créée sur la base d'une loi votée par les élus du peuple, les 82, parce qu'il y en avait 83, il y a un qui est décédé. Et donc, ils sont les représentants du peuple. C'est à croire. C'est-à-dire, par extrapolation, que c'est le peuple qui a adopté cette loi. Et cette loi doit être mauvaise aux yeux de certaines personnes. Les magistrats, le procureur spécial de la criette, les magistrats qui y travaillent, fonctionnent en toute légalité. Pour moi, quand l'Assemblée nationale ou une autre Assemblée nationale, une autre législature va se réunir pour dire on n'en veut plus, on révise, on adopte une autre loi, très bien, M. Kitty va marcher. Donc pour moi, ce débat ne se pose pas et le caractère controversé dans les débats de la criette ne devrait pas être mélangé à l'opportunité juridique de connaître
pour la criette de connaître de cette affaire. Le besoin irrésistible de lutter contre la délinquance à col blanc. Je vous donnais un satisfecit pour avoir posé cette question parce que beaucoup se disent que la criette, le procureur spécial avait dit oui, nous n'avions pas compétence pour juger, je pèse mes mots, et les juristes de haut niveau me donneront raison, pour juger les ministres et chefs d'État sur des faits commis au moment de l'exercice de leurs fonctions. Est-ce qualité? Alors, lorsque vous devez être jugé, ça veut dire que devant la juridiction, vous êtes là en tant qu'accusé. Ça veut dire qu'il y a des chefs d'accusation qui sont déterminés contre vous et il y a une plainte où il y a le ministère public qui dit « Je soupçonne telle personne, j'estime que telle personne, il y a de fortes chances qu'elle soit convaincue de faits répréhensibles, donc au regard de la loi. » Et vous venez, et pour la plupart de ceux qui sont devant la criette aujourd'hui, il y en a qui étaient en détention préventive. Il y en a qui étaient en détention, donc qui ont été amenés devant la criette pour répondre de leurs actes, les responsables de ICC Service par exemple. Mais les anciens ministres qui ont été écoutés, ils ont été écoutés en tant que sachants. Ça veut dire quoi? Ils viennent là pour parler terre à terre comme ceux qu'on appelle les personnes ressources. Tout à fait. Donc Pascal Irénée Koupaki est venu à la criette en qualité de sachant. En qualité de sachant. Donc la Cour estime que de la position qu'il occupait, il a dû observer, entendre, voir des choses. Il vient pour raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti. Et on lui pose des questions sur des choses qu'il pourrait expliquer en tant que spécialiste des questions financières. Lorsque on appelle M. Tokpanou, il vient, non pas pour des faits commis, parce qu'il veut être jugé pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions de ministre, d'alors, garde des Sceaux, mais pour apporter des éléments qui permettent de comprendre, de tracer ce qui s'est passé. Et en appendice à cela, lorsque ces personnes-là sont citées par des accusés ou d'autres sachants ou témoins, on les appelle avec la manière requise sur le plan légal pour qu'ils viennent dire oui, ce qu'on a dit de moi, c'est vrai ou c'est faux. Pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. C'est comme, entre autres choses qui ont été dites, on a dit que le ministre, M. Guy Akplogan, avait déclaré dans sa déposition qu'il a donné 2 millions à l'ancien ministre, à l'ancien garde des Sceaux, Victor Tokpanou. Alors, quand Victor Tokpanou vient et qu'on lui pose d'abord des questions qui lui permettent d'expliquer quel était son rôle en tant que garde des Sceaux vis-à-vis du procureur général, vis-à-vis du procureur de la République, il explique. Ça vous permet, quand vous écoutez, de comprendre comment ça fonctionne et où est-ce qu'il y a eu problème. Et après, il en profite et la Cour lui en donne l'occasion donc de laver son honneur, de démontrer, et c'est ce qu'il a fait. Alors, donc c'est la même chose pour M. Koupaki, c'est la même chose pour Armand Zizi-Nokwe. Pour Armand Zizi-Nokwe, qui lui avait même déjà dit avant l'ouverture de ce procès que la criette n'est pas bien indiquée pour l'écouter. Mais ce qu'il y a de nouveau ici, c'est quoi? C'est que dans les débats, par l'habileté des présidents de la Cour et des avocats, toutes parties confondues, c'est que dans leurs déclarations, dans les réponses aux questions et la nature de certaines questions, poussent ceux qui sont venus en tant que sachants à se retrouver, sans le vouloir, dans des positions qui ressemblent à s'y méprendre à des positions d'accusés. Tout à fait. Mais et ça sème un peu une confusion en fait au sein. Non, pour qui s'accroche au principe juridique, il n'y aura pas confusion parce que vous avez vu plusieurs fois le président de la Cour. Avec le droit, il y a toujours une disposition pour justifier. Oui, le président de la Cour
ramené à l'ordre un certain nombre d'avocats qui posaient des questions. Il leur disait par exemple, cette question, vous ne pouvez pas la poser à telle personne de cette manière parce qu'il est là en tant que sachant. Mais dites-vous, dans ce qu'on appelle les conséquences juridiques de votre intervention, tiennent forcément compte du statut que vous avez. Quelqu'un ne peut pas venir là en tant que sachant et à cause de cette déclaration qu'il fait, on prononce... sera placé en garde à vue. Très bien. Mais dans cette déclaration, il peut avoir dit des choses, il peut avoir eu des attitudes qui amènent la Cour à constituer à partir de là une infraction. C'est comme, par exemple, il y a une évidence que vous devez reconnaître devant la Cour vous pose des questions et vous dites, moi, ça ne me plaît pas de vous répondre, on vous demande pourquoi, on dit non, simplement que parce que vous ne méritez pas que je vous réponde, parce que ça ne me plaît pas. Alors, lorsque le président de la Cour et avec son équipe, ils se sentent outragés, par exemple, il constitue l'infraction, il lance l'action, il déclenche l'action pour constituer l'infraction d'outrage à magistrat pour vous. Et donc, c'est pour ça que vous pourrez être constitué, accusé. Donc, alors, il peut arriver des gens que des gens changent de statut. Si par exemple, un ancien ministre, et j'en aurais fini, fait des déclarations où est confondu au point qu'on découvre que il mérite de se retrouver en position d'accusé, lui, on va faire la procédure pour qu'il soit accusé, mais si on regarde la loi et on voit que la criette ne peut pas l'écouter, il y a des institutions de la République qui sont là pour permettre de l'écouter et le procès de faire la lumière sur cette affaire. Voilà ce que je peux dire. Alors, et donc, avant de passer peut-être au second sujet, j'ai bien envie de vous poser une question quand même, puisque vous allez quand même y répondre. Dans cette affaire de CC Service, lors des différentes auditions, on a eu à entendre beaucoup de choses, beaucoup de révélations ont été effectuées. Et il y a une quand même qui a retenu l'attention de tout le monde et qui a défrayé la chronique. On a appris que cet Émile Tegbenou détenait chez lui à la maison une somme de 27 milliards 500 millions de francs CFA et que cette 27 milliards était gardée à son domicile par des éléments de l'état-major général des forces armées béninoises, ce qui est quand même encore une grosse interrogation. Comment des éléments du CEMG l'EMG plutôt, vont garder de l'argent dans un domicile privé et qu'à ce niveau donné, le chef de l'État n'est pas au courant et que l'intéressé affirme que le chef de l'État est quand même l'auteur, celui qui a amené les éléments à pouvoir enlever cet argent de chez lui. Comment appréciez-vous cette déclaration d'abord? Bon, je fais d'abord l'observation que ce n'est qu'une déclaration d'un accusé à la barre. D'accord? Et il est déjà arrivé, même régulièrement, qu'une déclaration d'un accusé à la barre soit démentie après, ou soit confirmée. Tout cela, je vais vous dire, donc, ça peut être vrai, ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Et maintenant, si c'est vrai, c'est que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais la personne morale qui est fondée à déclarer... Mais il y a une chose qui a quand même amusé les uns les autres. Oui, allez-y. La personne morale qui est fondée à déclarer que c'est vrai ou faux, c'est la Cour. Il m'est interdit juridiquement de dire sur un plateau de télévision, et surtout pendant que le procès est en cours, que ce que M. Tegbenou a dit est vrai ou c'est faux. Mais si c'était vrai, si cela s'avérait après, donc c'est scandaleux, ce n'est pas une bonne chose. Mais je sais, pour le peu que je sais des règles qui régissent donc les questions de détention d'argent sur soi, de masse monétaire sur soi, je pense que ce qui est interdit par la loi ne rentre même pas encore dans le milliard. Dans le milliard. C'est déjà avant le milliard, je n'ai pas la précision, un certain nombre de centaines de millions, quand vous les détenez chez vous, c'est déjà une infraction. C'est déjà une infraction. Donc, mais ce qui a quand même amusé un peu les gens sur les réseaux sociaux et qui a allumé les débats, on dit que ces 27 milliards ont été enlevé par un hélicoptère. Est-ce que vous, Julien Kitty, avec toute votre expérience, est-ce que vous appréciez, comment appréciez-vous cette affirmation? Oui, il se fait que
je n'ai pas encore eu la chance. Je rêve de ça. Et je vous prie de prier pour moi. Pour que j'ai 27 milliards un jour. Je prie aussi pour moi. Pour que je puisse mesurer véritablement le volume que ça fait. Le volume, le poids que ça fait. Le poids. Mais il paraît que... On a eu plusieurs poids. Il paraît que quand c'est l'argent, même si c'est lourd, ça ne pèse jamais. Ça ne pèse jamais, effectivement. Alors, donc, l'hélicoptère peut avoir suffisamment d'espace, peut-être, pour prendre 27 milliards. 27 milliards de francs. Alors, je répète, j'insiste que pour ce que j'ai entendu, parce que vous me poussez à aller là où je ne veux pas aller, chacun dans son rôle, pour ce que j'ai entendu de la déposition de M. Émile Tegbenou, il a dit qu'on lui a mis des cagoules. Et après, il s'est retrouvé chez lui sans le savoir. Ce n'est que les cris de sa fille qui lui ont montré qu'il était chez lui. Et dans l'évolution de ces déclarations, il dit qu'on a enlevé une telle somme de chez lui. Et il désigne l'auteur. Il désigne l'ancien chef d'État qui aurait envoyé ces éléments pour venir chercher. La Cour va certainement travailler à faire venir tous ceux qui sont cités, puisque M. Tegbenou a cité des gens, pour venir parler, pour que... Il y ait une confrontation. Il y a une confrontation. De version. Et 27 milliards, ce n'est quand même pas 27 000, ce n'est pas 27 millions. Donc, forcément, parmi tous ceux qui ont assisté à ça, à cette déportation ou cet enlèvement d'une aussi importante somme, eh bien, tous ne vont pas s'entendre pour mentir si c'était vrai. Mais donc forcément la vérité va sortir. Le magot a été judicieusement partagé. À la fin, non, même quand c'est partagé, judicieusement, il y a toujours quelqu'un qui fait la métamorphose, le réarmement moral et spirituel et qui se dit cet argent que j'ai gagné n'était pas normal parce que c'était l'argent des pauvres citoyens, des gens, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais allé saluer l'ancien directeur du centre psychiatrique de Djako, et j'étais dans son bureau quand je vois un monsieur bien habillé en costume, mais qui s'arrachait sa veste et qui délirait, et on l'amène, on dit c'est le comptable d'une grosse société d'État qui s'est permis de prendre les sous de la société, d'investir dans ICC Services. Il a suffi qu'on lui dise en ce moment, eh bien, l'affaire ICC Services s'est éclatée, il n'y aura plus possibilité de récupérer les sous et que lui, ça rentre dans la démence pour lui. Je connais des gens qui sont morts parce qu'ils ont pris l'argent que leurs parents leur ont envoyé de l'étranger pour mettre dans tout ça. La question de savoir, Julien Kitty, alors ce procès qui a été ouvert à nouveau cette fois-ci, puisqu'on a connu ce procès déjà au niveau du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, alors quel est l'objectif de cette ouverture de ce procès avant qu'on passe au dernier sujet pour clore cette émission? Deux possibilités, deux axes pour analyser et détecter probablement l'objectif de ceux qui l'ont ouvert. C'est d'abord l'axe judiciaire, légal. Quand je rentre dans les attributions de la CREET, on a parlé de crime économique. ICC Services, quel que soit le retournement qu'on crime économique, mais est-ce qu'on veut en venir à un dédommagement des spoliés ou bien on veut juste essayer de faire la lumière pour qu'on puisse savoir si c'est les responsabilités, pour qu'on sache est-ce que telle personne est véritablement impliquée, quel est le degré d'implication des uns des autres pour que véritablement, même si les spoliés ne rentrent pas en possession de leurs fonds, qu'ils puissent savoir véritablement que si ce service a éclaté, c'est peut-être pas de la faute des responsables comme ont affirmé certains, mais peut-être de la faute de X ou de Y. Alors, je retourne à l'école pour dire que l'intérêt d'un procès, c'est d'abord pour clarifier. C'est d'abord pour situer les responsabilités. Pour élucider. C'est d'abord pour élucider. C'est pour que les gens comprennent. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas mauvais d'avoir ressuscité le dossier, même si je pense qu'il y a beaucoup de spoliés qui travaillent à même oublier ce dossier. Qui travaillent même à oublier ce dossier. Et la plupart des hommes politiques qui sont passés ont politisé le dossier. Moi, je me rappelle, même à l'international, les gens ont compris que au niveau du Bénin, les autorités ne voulaient pas véritablement clarifier cette situation. Moi, j'ai eu la chance qu'il y en avait beaucoup qui étaient d'être sollicité par nos confrères de Radio France Internationale pour faire ce débat-là dans Appel sur l'actualité une fois. Dites-vous, pendant que le président Yaïbouni promettait que pour son
deuxième quinquennat, il va régler. Mais un an après qu'il ait promis, ça joue pour jour, puisque j'avais dit que tant que ce dossier n'était pas très vite confié à la justice et laissé aux mains de la justice, que ça allait se compliquer au fil du temps. Et ça n'a pas raté. Je peux retrouver les éléments d'archives où je disais, mais c'est une affaire où des gens ont commis des infractions. L'entité qui s'en occupe, c'est la justice. Il n'était pas question de créer telle ou telle commission. Des commissions et puis finalement, aujourd'hui, qui ont saisi des biens et qui ont fait beaucoup de choses. Ça n'allait pas pouvoir se faire parce que quand on prendrait, comme d'autres l'ont dit, les sous de l'État pour payer ça, ça constituerait une autre infraction encore. Tout à fait. Et ça n'a pas raté. Un an, jour pour jour, après que le président Yahibouni l'ait promis, j'étais tranquille quand RFI me rappelle pour dire, bon, on veut refaire le débat. Monsieur, vous aviez dit des choses qui se sont réalisées. Et on a refait le débat. Mais c'est pour dire quoi? L'intérêt de clarification, l'intérêt pour édifier les gens, l'intérêt est pédagogique aussi. Pour que tout ce que nous entendons puisse nous amener à ne plus jamais céder à ces gens d'appart, à ne plus jamais déposer nos sous dans des situations comme ça. Donc, mais au-delà de ça, si la préoccupation des citoyens, de la grande masse des citoyens, y compris de vous, c'est de savoir si les gens seront dédommagés, c'est-à-dire que les dommages seront payés. Et ça, il faut faire la différence entre le remboursement des spoliés et le dédommagement. Parce que le dédommagement suppose, dans le langage juridique, qu'il y a ce qu'on vous doit, d'accord, ce qu'on vous a pris, ce qu'on vous doit, mais il y a ce que peut coûter à peu près toutes les conséquences que vous avez subies du fait de ne pas être remboursé à temps. Et c'est là où on rentrerait encore dans un autre débat. Est-ce que ceux qui ont déposé leurs sous et eux-mêmes étaient fondés à déposer de l'argent? Parce que lorsque vous déposez 100 000 francs et qu'on vous dit qu'au bout d'un mois, de 3 mois, vous allez prendre 1 million, bon, alors, donc vous-même, vous dites, c'est quel job vous faites pour gagner ça? Ils ont appelé ça tontine à l'américaine. Merci à vous, bon, Julien. Très bien, mais même si on connaît à l'américaine ce que c'est. L'animation de la vie politique nationale, on a suivi, il y a exactement une semaine, il y a eu des importants événements qui se sont déroulés dans le pays. Nous avons du côté de l'opposition qui décide de s'unir pour fonctionner de manière unifiée, comme entité unique pour affronter les prochaines élections législatives. Mais il y a une question qui se pose, Julien Kitty. Est-ce que FCB va disparaître pour USL? Est-ce que Restaurer l'espoir va disparaître pour la Renaissance du Bénin? Comment ça va se passer? Ou bien c'est FCBE qui va porter sur sa liste les noms et prénoms des autres leaders des autres formations politiques? Alors comment ça va se passer pour que l'opposition puisse aller aux élections législatives de manière unique? D'abord, il faut commencer par poser le postulat que l'opposition se trouve dans l'obligation d'aller avec... En rang serré. Non, en rang serré, très bien. En rang serré parce que en face... politiquement, c'est une artillerie lourde qui est en face. C'est un rouleau compresseur qui risque d'écraser sans qu'il y ait même de traces de qui est écrasé. À partir de ce moment, lorsque vous partagez le même dénominateur commun, les mêmes frustrations, vous oubliez ce qui vous a divisé, qui devient moins fort que ce qui vous unit en ce moment. Mais il se fait que lorsque nous interrogeons l'histoire politique du Bénin, les gens se sont souvent mis ensemble parce qu'en ce moment précis, ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt ensemble. Donc l'idéologie n'est plus de mise. L'idéologie ne sera pas de mise dans la constitution du bloc de l'opposition, si on peut l'appeler ainsi. Mais donc obligé de faire. C'est pourquoi, même s'il y a de grosses divergences, même si vous entendez des bourdes parfois, vous entendez le secrétaire général d'un parti politique, Restaurer l'espoir, pour ne pas le nommer, qui dit que l'opposition ne se fait pas à Paris pour un peu tenser les autres, et qui dit qu'il y a des loups autour de Boni Yayi qui ne veulent pas véritablement de la réconciliation avec son leader, candidat Zaraï. Mais quand on se rappelle également des différents propos, des différents... Oui, malgré ça, vous sentez quand même qu'il y a un effort qui se fait pour qu'ils puissent être ensemble. Sinon, et c'est de l'instinct humain, et surtout des Africains, et qui plus est des Béninois, d'être jaloux de sa chapelle. Pourquoi vous pensez que l'USL, si M. Sébastien Adjavon, qui en est le leader et le charismatique, comme vous aimez le dire par ici, et le gros financier, vous pensez que s'il était libre de ses mouvements, vous pensez que si il n'était pas sous pression du fait des choses qui lui sont reprochées,
eh bien, vous pensez qu'il ne voudrait pas, il ne va pas vouloir étendre les tentacules de l'USL pour en donner l'image d'un enfant né avec les dents, pour aller aux élections en tant que USL. Non, il va le faire. Vous pensez que si les forces Kori-Bouéméné émergents n'avaient pas connu cette grosse saignée de députés, d'élus ou de grosses figures qui l'ont quitté pour aller vers la mouvance présidentielle et que le secrétaire national des FCBE ne s'était pas retrouvé en France malgré lui, s'il n'y avait pas ces difficultés-là et que depuis quelques jours, dans la tête de ceux qui veulent voir Boni Yayi porter les couleurs de FCBE, s'il n'y avait pas cette crainte-là qui commence par dire quelle est cette affaire, il sait que les gens nous sortent encore pour qu'on chante que nous avions mal géré le pays. Vous pensez que si Restaurer l'espoir n'avait pas cette image, même s'il ne faut pas déclarer mort, il ne faut pas déclarer mort politiquement candidat Zanaï, parce qu'il a toujours des tours dans son sac, mais vous pensez que si ce parti ne se retrouvait un peu pas à l'étroit, il va accepter d'être avec les autres. Vous pensez que si la renaissance du Bénin, El Soglo, ce qu'il en reste, que je me suis permis, malgré tout le respect que j'ai pour la famille Soglo, ce que je me suis permis d'appeler coquille vide, eh bien, s'il n'était pas dans cette difficulté, vous pensez que la renaissance du Bénin ne va pas choisir d'aller seul. Oui, et donc, à partir de ce moment, pas tout ce que vous dites, oui, à partir de ce moment, est-ce que vous ne voyez pas quand même une ambiguïté avec la réforme du système partisan qui interdit les alliances et qui prône... En fait, l'opposition... Mon cher ami Kader, mais est-ce qu'on ne vient pas, parce que Julien, si vous permettez, est-ce que ça crée quand même une confusion au sein des populations béninoises, même au sein de la mouvance présidentielle. Vous avez vu des partis qui ont accepté de disparaître, des entités qui ont accepté de disparaître, mais qui, avec leur nom, continuent de communiquer pour dire, voilà, telle entité veut faire une activité au profit des progressistes, telle entité, alors qu'il est censé dire que cette entité a disparu. Alors, est-ce qu'on ne va pas assister le même cas au niveau de l'opposition, où on aura peut-être un parti unifié, mais qui au sein de ce parti, il y aura toujours des entités qui vont dire, voilà, la RB fait quelque chose au profit de ce parti politique, la RE fait quelque chose au profit de ce parti politique. Alors, est-ce qu'on a pu résoudre le problème qui était tant espéré? Vous confirmez mon affirmation qui est que les gens sont très jaloux de leur identité. Mais il y a des circonstances qui les obligent parfois à faire des concessions tout en évitant de perdre leur âme. Au niveau de la mouvance présidentielle, on peut déjà se réjouir de ce que nous avons aujourd'hui officiellement, l'Union progressiste, vous avez le Bloc républicain, vous avez l'UDBN, vous avez le PRD, l'UDD, je crois que c'est ça. C'est Valentin Diti-Foudé. Voilà, vous avez le PRD. Alors, au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris mes informations, j'ai même eu des porte-paroles ou des leaders de l'opposition en débat contradictoire. Ce que j'ai compris au regard des informations que j'ai, c'est que d'abord, chacune des formations se conforme donc à la nouvelle charte des partis politiques, ce qui peut faire croire à première vue que chacun veut aller à l'élection donc à part. Pourquoi il faut aller là? Les discussions sont difficiles. D'accord? Mais FCBE aurait aimé, par exemple, phagocyter USL, tous les autres, pour que tout le monde aille aux élections sous la bannière de FCBE. Mais il faut pouvoir s'entendre sur le fait que, est-ce que nous tous, là, USL, est-ce que nous devenons militants FCBE? Même après les élections législatives. Et donc, je vois, quand je lis un peu la stratégie de l'opposition, c'est que l'opposition veut se dire, OK, nous nous conformons, chaque composant se conforme à la charte des partis politiques, de sorte à se donner des chances de reprendre son indépendance après les législatives. Donc, en quelque sorte, c'est une alliance voilée. Voilà, c'est une alliance voilée, mais là où ils pourront se conformer à la nouvelle charte, c'est qu'il suffira que tous aillent aux élections sous la bannière d'une même liste, d'un seul parti régulièrement constitué et conforme au nouvel arsenal juridique qui gouverne les élections électorales dans notre pays. Alors, à partir de ce moment, ce n'est pas comme au niveau de la mouvance présidentielle où pour les deux blocs officiels demandés par le chef de l'État, l'Union progressiste et le Bloc républicain, le chef de l'État dit vous renoncez aux attributs de vos partis originels pendant au moins 10 ans.
Alors, pour répondre à la question que vous avez mise en appendice, à la principale qui était de voir qu'au niveau de la mouvance présidentielle aussi, vous avez des entités, des partis, des mouvements qui sont censés disparaître. Voilà, qui font des activités pour dire c'est telle entité qui fait telle activité au profit du bloc progressiste. Non, cela participe tout simplement de la guerre de positionnement. Cela participe de la guerre psychologique pour qu'on vous remarque. Parce que quand vous êtes responsable de mouvements politiques ou de partis politiques, lorsque vous rentrez dans le système tel que conçu pour créer le bloc l'Union progressiste et le bloc républicain, c'est que vous devenez vous-même leader, président là. Vous devenez un simple militant. Et vos militants adhèrent au bloc de façon libre et indépendante. Ça veut dire que vous n'avez plus de poids. Très bien. À partir de ce moment, pour continuer à faire un peu comme si vous êtes un courant au sein du parti, il faut toujours... ce qui est admis, il faut continuer à faire de ces activités. De sorte à ce que là où ça va se décider, les positionnements sur les listes, on puisse jusqu'à la dernière seconde avoir proche de cet tympan que oui, le mouvement KP2 est d'un bloc progressiste, est d'un bloc républicain, a travaillé dur. Et le leader de ce mouvement KP2 s'appelle Santapion. De manière indéfectible, comme ça n'est la rengaine aujourd'hui, soutient de manière indéfectible les actions du chef de l'État et le programme d'action du gouvernement bien révélé, même s'ils n'en comprennent pas les axes fondamentaux. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Dernière question pour vous, Julien Kitty. Alors, est-ce que vous croyez véritablement à cette réforme du système partisan? Est-ce que vous pensez que cette réforme est venue véritablement résoudre un problème quand on constate que, au fond, si à la farce, le problème est résolu, mais au fond, on sent que, même si la loi interdit les alliances, mais les gens iront pratiquement sous la bannière d'alliance, mais alliance qui s'appellera parti politique. C'est déjà bien que... on arrive à discipliner un peu les gens. Très bien. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est venu un peu de façon forcée. Mais c'est parce que pendant des décennies, régime après régime, il y avait une anarchie. Les hommes politiques, le personnel politique a fait du dilatoire. Et donc, il s'est trouvé un monsieur qui, en plus de connaître le milieu politique, est d'essence chef d'entreprise. Et qui dit, lorsque je veux quitter un point A, point B, en bon compétiteur né, il faut qu'on y aille. Et si nous avons des obstacles en chemin, il faut qu'on réussisse à les contourner ou qu'on les extermine, pour parler ainsi en griffe. Et donc, tous ont promis, en tout cas pour ne parler que de la mouvance présidentielle, tous ont promis à monsieur le président de la République, Patrice Talon, oui, on te soutient, on le fera. Et comme il n'est pas les autres, comme il n'est pas quelqu'un à qui vous dites, oui, on va faire, mais vous ne faites pas, vous lézardez les murs le temps qui tombe dans un trou. Et là, il vous dit, non, on a parlé de telle chose et ça se fait. C'est pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais je pense que les dernières recherches que j'ai eu à faire sur les statistiques relativement au nombre de partis politiques que nous avons au Bénin, et ça, c'était dans le cadre d'une communication que je devrais donner au symposium d'un des mouvements politiques qui ont rejoint un bloc, où on m'a sollicité en tant qu'expert en communication politique et stratégie politique pour venir donner une communication. Quand j'ai cherché, le dernier chiffre sur lequel je suis tombé, c'est 250 partis enregistrés. Ceux qui ne sont pas enregistrés ou qui sont en cours d'enregistrement doivent être plus nombreux que ça. Et tous pouvaient aller sous l'ancien dispositif juridique, pouvaient aller aux élections pourvu que quelqu'un se fasse élire dans son coin. Aujourd'hui, eh bien, tout compte fait, on n'aura pas 250 listes aux élections législatives de 2019. C'est déjà heureux. Même si on en a 15, c'est mon feu père qui me disait l'évolution, le développement, ce n'est pas que les rues de Cotonou soient comme les rues de Bruxelles, mais c'est de tracer des voies pour ne pas trébucher, poser un pas, puis deux, puis trois, mais vers l'avant. Je pense qu'on avance déjà. Maintenant, à chacun de reconnaître que moi, j'ai déjà 70 ans, 80 ans, 85 ans, et que je dois quitter les choses avant que les choses ne me quittent. Et je pense qu'au niveau de la mouvance présidentielle, les gens ont été très malins en mettant en place des bureaux transitoires pour des structures qui viennent d'être créées. Lorsqu'on parle de transition, ça veut dire que c'est pas encore fini. On a mis peut-être des aînés, des expérimentés, pour
pour gouverner la barque le temps de la crise de croissance. Et lorsque les racines seraient déjà suffisamment enfoncées, eh bien, on donnera la main à la nouvelle génération, qui va faire. Et donc, pour moi, tout ça, la réforme du système partisan aurait fait un pas. Mais, vous savez, l'idéal dans la vie, ce n'est pas que vous puissiez réussir tout ce dont vous rêvez. Et la réforme du système partisan ne doit pas relever du simple et seul rêve du président Patrice Talon. Il a été peut-être le déclencheur, il a été l'élément qui a boosté cette dynamique-là, mais il faut que chaque Béninois, chaque acteur, chaque citoyen puisse se sentir concerné par ça, travailler à ce que nous puissions parfaire ce qui n'est pas bien dedans. Et je finis en disant que je serais très malheureux si ces élections se passaient sans qu'il y ait participation de l'opposition. Et pour faire le parallélisme avec ce qui se passe à l'ouest du Bénin, actuellement, les Togolais sont en train de voter pour renouveler leur parlement, mais avec le boycott de près de 14 partis politiques d'opposition qui ont estimé que les conditions d'organisation de ces scrutins ne sont pas les meilleures. Alors, je ne voudrais pas que le Bénin vive ça, et pour ça, sans être un conseiller des acteurs de l'opposition, je pense qu'ils ont intérêt à s'organiser eux aussi pour aller aux élections, que la compétition se fasse, que le meilleur la gagne, et qu'il n'y ait pas de de mauvais perdants qui viennent dire non, parce que lorsque vous voulez faire une bataille contre quelqu'un qui est solide, il faut vous préparer. Parce qu'il faut savoir si vous avez les jambes solides avant de charger votre bagage sur la tête. Parce que la compétition sera rude, mais il faut extrêmement rude. Que cette compétition se déroule dans un climat pacifique. Merci à vous, Julien Nkiti. Je rappelle que vous êtes journaliste chroniqueur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour 2019. Passez une agréable période de fête d'année. Alors, Julien Nkiti, vous avez un mot à l'endroit des amis internautes en cette période de fête d'année? Oh, mais sincèrement, d'abord, merci à ces milliers, voire millions d'internautes qui ont vu le groupe Esaü grandir et grandir et qui se sont abonnés, qui se sont scotchés. J'ai la preuve que vous êtes très bien suivis. C'est l'occasion pour moi aussi de saluer le promoteur de cette grande maison, mon confrère Clément Adéchian, que j'ai connu journaliste, il est toujours, mais que je n'ai pas vu venir à ce niveau, mais qui a démontré que oui, on peut entreprendre dans ce secteur et pouvoir s'en sortir. Et qu'il donne la possibilité à des jeunes comme vous. C'est le moment pour moi de vous dire, et ça, je n'ai pas pour religion de jeter des fleurs aux gens. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, vous Kader, comme animateur de débat et journaliste assez pointu. Je vous souhaite donc une excellente carrière de journaliste. Je sais que vous devez retenir, et c'est ce que vous dites certainement à vos stagiaires aussi, que sur ce chemin, il y a beaucoup d'embûches, mais il y a également de gros arbres auxquels on peut s'arc-bouter lorsqu'on se sent un peu fatigué. C'est un métier extrêmement passionnant lorsqu'on l'a choisi, lorsqu'on ne s'est pas trompé de métier. Je souhaite donc à toutes et à tous une excellente année 2019, et pour mon pays, je souhaite que les vrais débats se fassent dans la paix, dans l'honnêteté intellectuelle, et qu'en 2019, véritablement, notre pays amorce le développement. Parce que, j'ai dit à qui veut m'entendre, si nous aidons le président Patrice Talon à échouer, le pays va reculer de plus de 30 ans. Et je ne voudrais pas ça, parce qu'après 30 ans, je serai d'une autre génération carrément, et je serai dans la courbe descendante, et mes enfants, eux au moins, commenceront par me poser des questions, et il faut que j'ai la possibilité d'y répondre. Donc, que le Seigneur vous bénisse, quelle que soit votre religion, que le prophète Mahomet, le Seigneur Jésus-Christ, que Segbolissa, pour ceux qui sont des religions traditionnelles, que toutes ces entités nous assistent et soient des cercles de sécurité autour de nous. Merci à vous, Julien Nkiti. Mesdames et messieurs,
C'est la fin de cette émission Info Hebdo de ce jour. Vous avez suivi le message très riche de Julien Kitty. Moi, je vous formule des vœux de paix, de santé, de prospérité, que les familles disloquées se retrouvent dans la paix et la concorde et que 2019 soit l'année au cours de laquelle les vœux les plus latents des uns et des autres soient exaucés par la volonté manifeste du Père, créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible. Mesdames et messieurs, on se retrouve en 2019.